Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir encore une fois Marie. Bonjour Marie. Bonjour Thérèse. Bon, il y a eu plusieurs Marie sur le podcast, mais je pense que vous reconnaîtrez la voix de Marie avec qui on a fait donc le podcast un petit peu général pour expliquer quels étaient les mécanismes des personnes toxiques, quelles étaient aussi éventuellement les façons de s'en prémunir, notamment au niveau de l'éducation, de l'estime de soi, etc. Et donc, on vous avait promis donc, ce deuxième épisode toutes les deux avec un focus un petit peu plus particulier sur les personnes toxiques au travail, donc dans le domaine du travail. J'ai eu d'autres témoignages sur cette thématique spécifique, hein, vraiment les personnes toxiques ou manipulatrices dans un environnement professionnel. Et donc, c'est vraiment super important de pouvoir en parler aujourd'hui parce que même si les mécanismes sont parfois les mêmes, ça reste le milieu professionnel. Donc je trouve qu'on a encore une vision un petit peu différente des choses, hein, que ce soit au travail, dans un couple ou dans une amitié. Je pense que les façons de s'en sortir ne sont pas exactement les mêmes, mais vous allez nous parler de tout cela aujourd'hui. Je ne répète pas tout ce qu'on a déjà dit, tous les avertissements que j'avais fait au début des autres podcasts sur la définition d'un pervers narcissique, d'un toxique, d'un manipulateur, le fait qu'il faut que ça doit être des personnes qui soi-disant doivent être diagnostiquées officiellement, blablabla. Tout ça, on en a déjà parlé. Nous, on est là vraiment pour essayer même si on n'est pas psychologue, donc si vous avez besoin, évidemment, orientez-vous vers un professionnel de santé. Mais on est là pour essayer de donner des pistes, peut-être de faire réaliser à certaines personnes qu'elles sont dans des relations toxiques, même sur leur lieu de travail et pour encourager les personnes à sortir de ces situations, éventuellement aussi à avoir les petits signaux d'alarme qui les empêcheront de tomber dans ces situations. Et en tout cas, on vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à témoigner d'ailleurs en commentaire si vous avez d'autres choses à ajouter. Et puis bah, Marie, je vous laisse peut-être pour commencer, nous dire un petit peu le contexte, enfin voilà, comment ça s'est passé pour vous, comment vous êtes tombé sous l'emprise de cette personne, qui elle était. Voilà, je vous laisse nous donner un petit peu le cadre de votre histoire. D'accord. Oui, déjà, il faut savoir que pour moi, ça remonte à un certain temps, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 36 ans et dans ma vie, ça correspond à une période de 5 ans entre mes 22 et mes 27 ans. Donc, ça correspond aussi à une période, bon, ça dépend des gens, mais en tout cas, en ce qui me concerne, de certaines vulnérabilités, parce que j'étais quand même assez jeune. Et j'étais vraiment dans une période avec une très faible estime de moi. J'étais un peu perdue, en fait, dans ma personnalité. Et j'ai rencontré cette personne dans le cadre d'une recherche de stage. En fait, j'avais la possibilité durant mes années d'école de réaliser des stages longs. Et je recherchais un stage voilà, dans un cadre international. J'ai rencontré cette personne et ses associés à l'époque. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que autant par téléphone, juste pour vous expliquer un peu comment la toile se tisse, autant par téléphone, j'avais eu un vrai coup de foudre pour la personne en question, enfin intellectuelle. Je me sentais comprise, elle posait des questions intéressantes. Vraiment, je m'étais dit que c'est chouette, ça va être une super collaboration. Et c'est drôle, mais quand je l'ai rencontrée physiquement, en personne, j'ai ressenti un gros malaise. Donc c'est juste pour vous dire que déjà assez tôt, finalement, dans la relation, tout de suite, il y a eu quelque chose qui m'a fait un peu tiquer et que je peux pas forcément expliquer non plus, mais une espèce de un truc que je sentais pas en fait. Mais bon, elle n'était pas la seule à la tête de l'entreprise et puis en plus, elle posait des questions qui m'intéressaient et et puis tout de suite, très tôt, je sais pas, rien que déjà au niveau de l'entretien, elle avait tendance à me valoriser, à me trouver des qualités. Et c'est vrai que j'étais dans une période de ma vie où clairement ça me faisait enfin, ça me faisait du bien. L'idée de me sentir valorisée pour mon utilité, qu'on me trouve une utilité et qu'on ait envie de m'embaucher, déjà pour moi c'était quelque chose qui était hyper positif dans ma vie, quoi. Donc j'étais très contente, Mais ce qui est même normal si d'ailleurs, hein, j'allais dire, enfin, oui, que tout le monde ne soit pas alerté en se disant, ah zut, je suis contente, j'ai eu mon entretien d'embauche qui s'est bien passé, on a envie de moi ouais, dans la boîte, c'est mauvais. Non, mais c'est juste pensez-y. Euh, enfin, c'est tout ce qu'on avait dit dans le podcast précédent aussi sur un peu le vide affectif, la vulnérabilité, etc. ouais, On a tellement besoin de se sentir aimé et valorisé que ça peut être des choses
qui ne sont pas du tout mauvaises en soi, mais qui peuvent peut-être nous aveugler pour la suite. Donc c'est ça qu'il faut comprendre en fait sur ce témoignage, c'est vraiment de se dire est-ce que, enfin voilà, que je fasse attention à ce que ça ne me mette pas dans une position de vulnérabilité pour la suite. Ouais, c'est ça. Et puis on est, comment dire, c'est vrai que je le précise parce que parfois après coup on m'a dit mais comment ça se fait que toi qui es psychologue et tout ça, enfin je ne suis pas psychologue de métier mais dans le sens de Finesse tempérament, psychologique, quoi. Oui, voilà. Mhm. voilà, tu te sois fait avoir et happer comme ça par quelqu'un, mais c'est juste pour expliquer que c'est pas une question de ni de niveau, ni d'intelligence, ni de niveau de psychologie. C'est vraiment, je pense, un point de vulnérabilité auquel on se trouve à ce moment-là dans notre vie, et du coup, on devient vraiment une prise idéale pour ce type de profil-là. Et du coup, moi, j'étais prête à tout. J'avais une énorme force de travail en fait. J'étais vraiment le genre de profil hyper impliqué, hyper engagé, très loyal. Donc vraiment, je comptais pas mes heures. Donc j'ai démarré ce fameux stage. Finalement, ça s'est étendu à une période de 18 mois en tout. Et j'étais complètement dévouée. Je travaillais très tard. J'avais pas de vie en fait à côté, ce qui ne me dérangeait absolument pas, puisque je pense qu'il y avait une espèce de vide à ce moment-là dans ma vie sur différents plans qui faisait que je me sentais complètement comblée par le fait d'être dévouée à un travail et à des personnes Mhm. qui en plus me mettaient beaucoup en valeur, quoi. Il y a vraiment une phase de séduction où, enfin, je sais pas si on peut dire ça à ce moment-là, mais en tout cas, c'est vraiment une phase au début où j'ai été très valorisée, même aux yeux des autres stagiaires, en fait, parce que comme j'avais une vraie force de travail, que j'étais efficace, même si j'ai mis du temps à me mettre dans, enfin, comme n'importe quel stagiaire, à apprivoiser mon poste. Au fur et à mesure, j'étais vraiment efficace et puis j'étais passionnée, quoi. Je faisais vraiment les choses avec intérêt et je me sentais très concernée par ce qui se passait dans l'entreprise. Donc, période très valorisante si on veut pour moi. Et pourtant, il y a des nombreux épisodes qui auraient pu ou dû m'alerter sur la nature de la relation qui m'unissait à cette manager, en fait. Donc, je parlais du malaise durant la première rencontre, mais il y a aussi enfin, comment dire, une grosse irrégularité. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où j'étais valorisée, mise en avant, et d'autres où je devenais d'un seul coup une moins que rien, où on me formulait des critiques infondées que je comprenais pas forcément, mais que j'encaissais parce que encore une fois, j'étais très jeune, quoi, hein. Et puis je lui donnais toujours raison, c'est-à-dire que moi j'étais du genre j'entrais dans le bureau pour avoir une conversation parce qu'on m'avait par exemple convoqué sur un sujet. Et je comprenais pas forcément sur quoi était fondée la critique, mais bon, je ressortais quand même en m'excusant, quoi. C'était vraiment de cet acabit-là, Mais je pense que avec une impression. ce sont des caractères où on se remet tellement en question et on C'est ça. préfère, plutôt que de, entre guillemets, critiquer l'autre ou voir un problème dans l'attitude de l'autre, on préfère nous remettre en question. Et je précise juste une petite chose parce qu'on en a parlé dans d'autres podcasts aussi avec l'autre Marie, le fait de souffler le chaud et le froid, enfin l'irrégularité dont vous parlez. Ça, pareil, il y a peut-être des personnes qui ne voient pas exactement ce que c'est en se disant, bah, c'est normal qu'au boulot, on n'est pas tout le temps en train de vous encenser ou de vous complimenter sur votre travail, et c'est normal que de temps en temps, on vous fasse des critiques. Mais là, en fait, souvent, quand on est, que ce soit dans le domaine du travail ou du couple ou de l'amitié, c'est vraiment les extrêmes qui doivent être... qui doivent nous alerter. Et c'est le fait aussi que ça soit notre personne qui est remise en cause en quelque sorte. C'est-à-dire que dans un travail, si vous ne faites pas, je sais pas, si vous faites une boulette un jour ou quoi que ce soit, c'est pas vous vraiment qui êtes remise en question. C'est tu as fait quelque chose de mal. C'est pas toi qui es une mauvaise personne. Alors que là, souvent, c'est vraiment ah, t'es vraiment génialissime ou alors t'es vraiment qu'une serpillière C'est et tu ça. ne vaux rien. Donc c'est ça qui doit alerter. C'est vraiment les deux extrêmes et aussi le fait que ça soit plus votre personne qui est vraiment méprisée. Encore une fois, si ça arrive une fois, bon, on peut se dire, allez, on n'est pas obligé de condamner la personne en disant, oh, lui, c'est un pervers narcissique. Ça peut arriver une fois que, sous le coup de la colère, de la fatigue, votre manager ou l'un de vos collègues vous, voilà, hausse un petit peu le ton ou j'en sais rien, dise quelque chose d'un peu limite. Bon, voilà. Par contre, une fois, ça passe, à la limite, et encore, soyez sur vos gardes. Mais par contre, deux fois, trois fois, c'est vraiment que c'est récurrent et qu'il y a un problème avec la personne. Et puis, c'est ça, et en fait, souvent, ce sont des personnes qui vont très loin dans ce qui se permettent de vous dire, comme vous disiez, hein, et dans les questions qui se permettent de poser. Et typiquement, des choses qu'elle faisait avec moi et qui, en fait, sont pas tout à fait réglo. C'est-à-dire, par exemple,
elle proposait, encore une fois, j'avais, comme je le disais, pas de vie en dehors de mon travail. Elle me proposait d'aller dîner avec elle. Et elle utilisait ce moment pour me poser des questions hyper indiscrètes sur ma vie privée ou sur ma vie de famille, où elle faisait des commentaires déplacés sur la foi, par exemple. Je sais pas pourquoi elle avait dû détecter que j'étais chrétienne parce que moi je l'avais pas spécialement dit. Et elle faisait des commentaires hyper déplacés, je pense par esprit de provocation, mais en fait qui ne se font pas du tout, encore moins dans un cadre professionnel, quoi. Pour vous dire un peu jusqu'où ça allait. Et puis évidemment, voilà, il y avait parfois des critiques injustes, infondées, que je comprenais pas forcément, qui m'accablaient sur le coup parce que j'étais très perméable à tout ce qu'elle pouvait me dire et j'étais du coup émotionnellement toujours en dents de scie aussi à cause de ça. Mais en fait, je voyais malgré tous ces red flags qui auraient pu m'alerter encore une fois et me dire quand même, il y a un problème, j'aurais pu alerter mon école, interroger quelqu'un à l'école, dire écoutez, est-ce que ça c'est normal dans la relation de travail, des trucs comme ça. Mais non, en fait, parce que en fait, j'avais tellement mon impression d'avoir autant d'importance pour quelqu'un, malgré tout encore une fois, ces désagréments, prédominait sur tout le reste, en fait. C'est-à-dire que j'étais prête à tout encaisser, dans la mesure où, malgré tout, ben, de temps en temps, on me valorisait beaucoup, on me remerciait pour mon travail. Voilà. Donc, juste pour vous expliquer un peu comment ça a démarré, finalement, c'était dans le cadre d'un stage. Et puis d'un coup, de toute façon, je redevenais à un moment donné sa personne de confiance, son bras droit. Encore une fois, j'étais stagiaire, hein, donc parler de bras droit en parlant de quelqu'un qui n'a même pas vocation à rester durablement dans l'entreprise, déjà, c'est un petit peu excessif aussi quand même, en fait, quand on Mm. y pense. Et bref, et du coup, j'ai compris plus tard qu'elle traversait elle-même une période de crise avec ses associés et dans sa vie privée. Et un jour, elle m'a carrément exposé ce qu'elle traversait, avec ce que je croyais être une certaine transparence, mais en fait, elle me racontait une histoire, en fait, qui faisait d'elle une sorte de victime à soutenir et à protéger. Et du coup, évidemment que moi, ça m'a énormément attendrie. J'avais encore plus envie de me démener pour elle. J'avais encore plus envie de la soutenir, de travailler pour elle et de prendre parti pour elle en toutes circonstances si jamais il y avait des moments plus difficiles au bureau ou quoi. Et en fait, suite à ça, elle a fini par, du coup, la collaboration entre associés s'est achevée. Et puis moi, je devais poursuivre mon bonhomme de chemin, aller finir ma dernière année d'école. Entre-temps, j'avais rencontré celui qui allait devenir mon mari. Donc moi, dans ma vie, je m'installais un petit peu aussi, en fait. Donc je retrouvais quelque part un élan de vie et un enthousiasme pour plein de choses que j'avais pas forcément au moment où je l'ai rencontrée elle, en fait. Mais n'empêche que voilà, à un moment donné, ah ouais, sa collaboration de son côté s'est achevée. Et puis évidemment, quand elle a voulu remonter son entreprise, bah évidemment, j'étais là. Donc j'ai démissionné de mon job d'été pour travailler sur ses premiers dossiers. Euh, D'accord, va laver Il y a tes quelqu'un mains. qui veut participer au podcast. Ouais, désolée. Pas de souci. Tiens, prends ça. Va te laver les mains. Et j'ai travaillé. Donc, vous voyez, déjà, pour typiquement, vous voyez, donner sa démission auprès d'un employeur qui vous fait confiance pour un job d'été et qui compte sur vous pour son agenda, déjà, c'est pas quelque chose d'évident à faire du tout. Et en plus, je les ai un peu mis dans l'embarras quand même, mais je l'ai fait parce que j'étais tellement convaincue de servir une espèce de cause, vous voyez, que je l'ai fait, par exemple. Et puis ensuite, j'ai travaillé gratuitement à distance au début de mon master 2. Et à un moment donné, j'ai dû arrêter parce que j'avais plus le temps matériel en fait de me consacrer à son entreprise. Et Je à ce me moment-là, permets d'ailleurs, juste, pardon, me permets oui, juste une petite parenthèse parce que ce que vous racontez, ça me fait penser ce qu'on disait dans le podcast précédent, je crois, au syndrome un peu du sauveur ou au syndrome de l'infirmière. Comme vous, enfin, vous avez dit, j'avais l'impression de servir une cause. Voilà, c'est ouais, exactement c'est ça. ça. C'est le genre de choses qui n'est pas mauvais en soi, hein. On peut rendre service aux gens, on peut servir des causes, etc. Mais ça fait partie aussi des mécanismes qui nous empêchent, en quelque sorte, de garder la tête froide, de garder du recul et de rester objectif pour détecter qu'il y a un problème en fait. Donc même dans le domaine professionnel, on le voit, vous aviez l'impression de servir une cause, de sauver votre manager, etc.
Ah, complètement. Et puis, et je pense que justement, j'avais ce tempérament comme je pense d'autres personnes qui sont sujettes à se laisser embrigader par ce type de personnes. J'avais un fort sens de l'engagement. J'ai vraiment ce truc-là sur lequel elle pouvait compter en toutes circonstances. Et du coup, elle a bien su l'employer avec moi. Mm. Mais résultat, vous voyez, des petites choses comme ça, quand j'ai dû arrêter, parce qu'à un moment donné, il fallait vraiment que je me concentre sur ma dernière année. En plus, c'était une grosse année pour moi, parce qu'il fallait que je valide mon diplôme, j'ai mené une alternance en parallèle, je préparais mon mariage, enfin, c'était vraiment une grosse année. Je me rappelle qu'elle avait boudé, c'est-à-dire que j'avais vraiment dû... De toute façon, mon contrat avec elle s'était achevé, je travaillais gratuitement à ce moment-là, et elle avait boudé. Elle avait une espèce de réaction un peu immature, où elle m'avait fait comprendre que quand même, je la lâchais, quoi. Alors qu'en fait... C'est marrant, Le mais contrat le était coup là. le coup de bouder, moi je l'avais aussi eu avec bah, l'ami dont j'ai parlé, là, il y a, pareil, il y a une dizaine d'années. Enfin, ça s'est terminé il y a une dizaine d'années, donc c'était encore il y a plus longtemps. Mais bref, c'est pareil, les histoires de bouder et tout, mais ça devrait nous alerter. Je me dis, mais quel adulte Ouais, boude? Enfin, je me dis, c'est exactement. pareil, ça peut passer une fois à quelqu'un qui fait un peu une petite moue parce que bon, la personne est fatiguée, il y a plein de choses. Voilà, comme je le dis, il faut pas non plus être trop catégorique, il faut savoir excuser les gens. Enfin, il y a un moment donné, une fois, d'accord, mais parfois, on n'excuse plus, quoi. On ne boude pas quand on est adulte. Mais comme vous dites, ce sont des comportements un peu enfantins et immatures, en fait, de ces personnes-là. C'est ça, parce qu'en plus, pour le coup, je pense que c'était assez spontané de sa part comme réaction, c'est-à-dire que c'est exactement. Enfin bref, du coup, bon voilà, mon année s'est poursuivie. Et il se trouve qu'en parallèle, elle, donc, elle avait son entreprise qui redémarrait, etc. Et vous voyez, même pendant cette période, elle entretenait un lien assez resserré avec moi. Bah, après avoir boudé, n'est-ce pas? Elle m'a quand même énormément téléphoné, elle a pris de mes nouvelles, elle m'encourageait voilà, dans ce que je faisais. Mais l'air de rien, parce qu'en sachant qu'en plus on allait garder du lien, parce qu'elle était invitée à mon mariage après, on était entré dans une relation plus enfin, vraiment amicale à ce moment-là en fait. On avait clairement dépassé la sphère professionnelle pour vous faire imaginer un peu les choses. Et du coup, elle prenait beaucoup de mes nouvelles et de temps en temps, bon, elle n'hésitait pas à dévaloriser le travail que je faisais moi pendant ce temps-là au sein d'une autre entreprise où j'avais mon alternance, tout ça. Elle critiquait un peu les cours que je suivais à l'école. Enfin voilà, il fallait quand même, elle pouvait pas s'empêcher quand même de dévaloriser un petit peu quand même des choses pour me montrer qu'elle m'attendait en fait en CDI à la fin de cette année-là avec quelque chose de vraiment génial, quoi, qui allait vraiment me stimuler, de vraiment, mais forcément beaucoup mieux que ce que je vivais à ce moment-là dans le cadre de mon parcours scolaire, quoi. Bref, et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, elle m'a fait, moi je vous ai dit, c'était une très grosse année pour moi, et tout au long de cette année, elle m'a fait miroiter un super CDI, avec une rémunération variable intéressante, avec, enfin voilà, plein de paramètres qui pouvaient être assez ben, alléchants forcément pour une étudiante qui bouclait plein de choses cette année-là. Ah oui, je préparais mon permis de conduire aussi, vous voyez, c'était vraiment une année où ça m'arrangeait aussi de ne pas avoir à mener des grosses recherches dans toutes les directions pour un CDI à la fin de l'année, vous voyez. Donc elle savait que moi, ça me facilitait la vie, clairement, de me dire, bah voilà, j'ai quelqu'un qui a envie de travailler avec moi et qui m'attend pour un CDI. Dans quelques mois, il y avait un certain confort et puis c'était valorisant aussi. Et puis j'avais confiance en elle, en fait. Pour moi, j'allais signer avec une amie, en fait, vous voyez. Hmm. Et elle m'expliquait qu'elle allait vraiment m'accueillir comme son bras droit au sein de son entreprise, vraiment, enfin bref, toujours très très valorisante, quoi. Et puis finalement, le jour où j'ai dû aller signer, on s'est donné rendez-vous pour signer ce contrat de travail. Normalement, un contrat de travail, pour vous donner aussi un petit red flag, et je le dis peut-être pour les plus jeunes qui n'ont pas encore signé leur premier contrat, moi je sais que toute l'année à l'école, on m'avait expliqué, attention, on signe pas un contrat de travail sur un coin de table, on le relit avant, on le fait relire par un prof. Mon père aussi avait beaucoup insisté là-dessus. Et moi, psychologiquement, je m'étais préparée à ce que ben, je puisse relire le contrat en amont. Je lui avais demandé, est-ce que vous pouvez m'envoyer une version du contrat avant? Et elle me l'a jamais, elle me disait oui, oui, bien sûr, je vous prépare ça. En fin de compte, elle ne me l'a jamais envoyé avant. Donc je suis arrivée en personne le jour où on devait lire ensemble le contrat. Et en fin de compte, déjà quand on a lu ensemble le contrat, et puis c'était jalonné de commentaires de sa part du type bon, ça se semblait un peu austère, c'est normal, c'est du droit, vous voyez des choses un peu comme ça.
Mais en fin de compte, je n'ai pas eu l'occasion de relire ce contrat en dehors du bureau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je lui ai dit, mais vous vouliez qu'on signe aujourd'hui? Et elle m'a répondu, ah bah oui. Et en fait, elle n'a pas du tout laissé la place pour que je puisse en fait prendre le temps simplement de relire à tête reposée ce qui était quand même mon premier CDI. Et encore une fois, ce qui se signe pas à la légère, quoi. Attention aux personnes qui vous font passer pour une idiote, enfin qui, comment Mm. dire, qui, pour que vous fassiez leur volonté et ce qu'elles veulent, elles, vous font passer l'autre alternative pour une bêtise. Donc là, bah, évidemment, on signe aujourd'hui le contrat. Enfin, qu'est-ce que vous avez dans la tête? C'est complètement... Enfin, une autre, Exactement. une autre alternative serait complètement stupide. Et du coup, bah, nous, dans ces cas-là, enfin, c'est pas moi qui ai vécu l'histoire, mais je l'ai vécu pour d'autres choses. Et je sais que dans ces cas-là, enfin, en fait, on se sent stupide, quoi. Et on se dit, bah... Mais zut, je vais passer pour une idiote si je lui dis que je ne suis pas d'accord. Et en fait, vraiment, moi, j'encourage tout le monde à, bien sûr, savoir aussi se remettre en question. Voilà, c'est important. Mais je pense qu'on se remet trop souvent en question aussi et qu'il faut savoir aussi tenir bon sur nos convictions. Ou voilà, là, en l'occurrence, se dire, bah non, c'est pas stupide de relire le contrat. Je suis désolée, enfin, faut pas le dire comme ça à la personne, mais vous avez demandé 10 fois qu'on vous l'envoie avant par la poste, enfin, ou par la poste ou par mail. La personne n'a pas voulu vous l'envoyer en amont pour que vous relisiez. Bah, désolé, c'est le problème de la personne. C'est vous, vous suivez une procédure totalement normale, cohérente, professionnelle, etc. Donc, ne vous laissez pas culpabiliser par des personnes qui vous font croire que si vous ne faites pas ce qu'elles disent, c'est que vraiment vous êtes stupide, quoi. Oui, et puis s'ajouter à ça, c'est exactement ça, et s'ajouter à ça le fait que j'étais censée, on était vraiment dans une, enfin pour moi en tout cas, on était plus dans une relation d'amitié à ce moment-là. Et du coup, j'étais face à quelqu'un qui en gros me témoignait une grande confiance et que ça aurait vraiment été trahir cette confiance que de ne pas signer quasiment aveuglément quoi tout de suite à ce moment-là. Vous voyez, il y avait Ouais, aussi ça exactement. qui Ouais, venait ouais. parasiter en fait ce moment. Il faut Alors nous qu'en fait, culpabiliser. ami ou pas, juste vous êtes dans un cadre professionnel. Vous devez signer un contrat ensemble, les choses se passent de manière très réglo en fait. Il n'y a Et d'ailleurs, aucune on peut le raison. dire, on peut le dire avec beaucoup de respect, justement. Bah écoute, non, je te fais Oui, entièrement confiance, mais c'est normal qu'un contrat, je prends très au sérieux ce nouveau poste et je ne veux pas signer à la légère. Enfin, on peut le tourner de façon positive, complètement. voilà. Bien sûr, et c'est plus que légitime. Et quelqu'un de normal d'ailleurs dira, mais bien sûr, je comprends très bien, prends le temps de relire. Alors que là, j'avais senti une espèce de d'indignation ou d'affolement quand j'ai demandé si on devait signer aujourd'hui, vous voyez. Et donc déjà, là, il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'avais pas envie de... Si vous voulez, quand vous vous êtes tellement impliqué, vous avez tellement cru dans le truc et vous avez tellement confiance et envie d'avoir confiance, c'est aussi un... Comment dire... je sais pas comment dire ça, mais quelque chose d'énorme aussi de prendre, de mettre tout ça sur la sellette. Et d'un coup de se dire, en fait, ça veut dire que, en gros, si je signe pas maintenant, tout peut s'arrêter net. Inconsciemment, il y a un peu un truc comme ça. L'amitié, la relation professionnelle, le contrat de travail. Enfin, vous voyez, c'est tout un Mais d'ailleurs, boule de neige, quoi. je crois qu'on l'avait déjà dit dans le podcast précédent, justement, cet effet un peu boule de neige dont on a peur. Mais je le redis pour les relations, en fait, dans des relations saines. il ne, Ça n'est pas normal d'avoir peur de dire quelque chose ou d'exprimer quelque chose, bien sûr que ce soit fait poliment, avec charité, etc., dans de la meilleure des manières, mais c'est pas normal d'avoir peur de se dire, ah bah non, je vais signer le contrat maintenant parce que si je lui demande de le relire, tout va s'arrêter et je n'aurai pas ce poste. Bah, j'ai envie de dire, au pire, ça veut dire que cette personne-là, c'est pas une personne de confiance et que bah, je préfère ne pas avoir ce poste. Enfin, c'est ça qu'il faut essayer de se dire, mais c'est tout un cheminement à faire. Mais là, on vous donne exprès plein de clés, etc. Et n'hésitez pas à noter d'ailleurs pendant le podcast, à noter un peu les signaux d'alarme, à noter ce qui peut-être les bonnes résolutions à prendre, etc. pour la suite. Oui, parce que en fait, tout ça, encore une fois, je vous disais, moi, quand même, ça fait quelques années que tout ça s'est produit. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'en retire surtout des... Bon, il y a eu tout un... Encore une fois, Thérèse, on en a déjà parlé, il y a eu tout un stress post-traumatique, hein, parce que la relation est allée très loin dans bien des aspects, on va en reparler. Mais ce qui est sûr, c'est que de tout ça, aujourd'hui, j'en garde aussi des outils, des réflexes et des leçons de vie
que je m'applique à transmettre à mes enfants, en fait. Hmm. Pour qu'ils apprennent, eux, à développer des relations qui soient justes, qui soient ajustées. Donc, je me dis, ça peut servir à d'autres personnes et régulièrement, moi, si je suis amenée à partager sur ces sujets-là, je trouve que c'est intéressant pour d'autres personnes de comprendre comment ne pas se laisser piéger, même si à un moment donné dans notre vie, on est un peu vulnérable et ça peut arriver. Juste essayer de garder la tête froide sur des sujets comme ceux-là, quoi, parce que encore une fois, ça peut aller loin et encore. Moi, c'est, vous voyez, on parle d'un cadre professionnel. Je veux dire, le cadre de la vie privée, c'est encore une autre paire de manches, quoi. Hmm, Mais exactement. ouais. Donc du coup, ce CDI, l'air de rien, bon, je me suis mariée et tout ça, et moi j'arrivais mais pleine d'enthousiasme. J'avais passé une super dernière année d'école. J'étais heureuse, j'étais mariée. Enfin, j'avais vraiment, mais j'étais pas bien dans ma vie, quoi, à ce moment-là. Et du coup, j'arrivais toute positive pour démarrer mon CDI. Et là, en fait, ça a été la débandade, quoi. C'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire que j'arrive vraiment pleine de peps, avec plein de choses à apporter, de l'énergie, tout ça. Et encore une fois, mon sens de l'engagement qui était là, ma force de travail, enfin, aucun problème, quoi, prête à tout. Et puis, en fait, ce qui a été curieux, pareil, qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille, c'est que quand elle m'a accueillie au travail, alors qu'elle m'avait fait miroiter, vous serez mon bras droit, on va faire du super travail ensemble. Elle me disait vraiment, on vous attend comme le Messie au sein de l'équipe. Enfin, c'était vraiment ça, quoi. Et ben, en fait, toute la première semaine, vous voyez, on parle de chaud et de froid, d'irrégularité, tout ça. Toute la première semaine, elle m'a taclé au moindre prétexte. Ce qui semble fou, parce que, en fait, moi, encore une fois, j'étais hyper positive, pleine de joie de vivre, pleine de tout et prête au travail. Elle m'a taclé au moindre prétexte. C'était impressionnant. Dès que je voulais verbaliser quelque chose au sein de l'open space ou faire une petite blague ou rassurer quelqu'un sur quelque chose, elle me rabattait mon caquet en fait, systématiquement. Vous voyez, c'est quelque chose, j'aurais dû me dire, mais en fait, il y a un problème. Et d'ailleurs, au bout de la première semaine, je suis rentrée chez moi, j'étais en larmes en fait. J'étais vraiment, alors que c'était pas du tout le plan. Le plan, c'était qu'il y a un échange de bons procédés. Moi, je livre un travail de qualité et puis elle me rémunère, enfin, elle me donne du travail, vous voyez, enfin, ça aurait dû être quelque chose de sain et de normal. Eh ben non, j'étais accablée sous toutes les coutures, je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Et par exemple, elle faisait aussi, bon, ça s'est aussi calmé après parce qu'elle a vu qu'au bout d'une semaine, j'étais quand même assez sonnée et je le lui avais dit en fait. Au bout d'une semaine, comme pour moi, on était amis, j'avais osé lui dire, écoutez, je comprends pas en fait. Je lui avais exprimé mon incompréhension face à toutes ces critiques, ces moqueries, ces remarques, etc. Du coup, elle avait un peu calmé le jeu, mais n'empêche que bon bah voilà, il y a eu des périodes de chaud et de froid où elle accordait par exemple aux stagiaires, parce que j'étais la seule en CDI à ce moment-là, aux stagiaires des congés qu'elle ne m'accordait pas. Notamment pour la période de Noël, sachant très bien qu'en plus moi j'habitais assez loin de ma famille, c'était moi qui habitais le plus loin de ma famille en fait. Donc elle savait que si je voulais participer à une fête de Noël, il me fallait quand même quelques jours quoi pour pouvoir le faire. Et donc, pendant que certains stagiaires bénéficiaient de 4 jours, moi, j'avais peau de chagrin, quoi. Enfin, vraiment. Donc, ça, c'était aussi assez spécial. Parce qu'il vous rendait plus vulnérable. Enfin, c'était aussi pour vous rendre, enfin, oui, pour accentuer, entre guillemets, je sais pas si c'est le bon mot, mais accentuer votre vulnérabilité et que vous ne puissiez pas recharger vos batteries non plus. Exactement. En fait, elle limitait toujours. Il y a eu plusieurs épisodes comme ça, tout au long de ces, je peux dire, c'était 2 ans et demi. De CDI où c'est ça, où elle s'arrangeait pour que je ne puisse pas participer à certains événements familiaux, passer du temps avec mon mari à des moments un peu particuliers, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et c'est comme si elle s'organisait pour m'isoler, m'empêcher, comme vous dites, en fait, de recharger mes batteries avec ce qui faisait ma solidité aussi, quoi, c'est-à-dire ma famille, mon mari, mes amis. Et elle allait jusqu'à même critiquer certaines de mes amies. Celle-ci, je vous assure, c'est pas une bonne amie pour vous. Elle est jalouse de vous. Oui, elle allait même sur des Ça, terrains un peu comme ça. ah, mais ça, c'est tellement les personnes toxiques hein, de vouloir vous Ouais. isoler des autres et eux, ils vous font les pires trucs, mais par contre, ils sont tout le temps en train de critiquer, Votre voilà, entourage. de critiquer les autres. Exactement. Oui, donc voilà, avec des tentatives de m'isoler, oui, c'est ça, et de limiter le temps que je pouvais consacrer à ce qui équilibrait ma vie, en fait, tout simplement. Et même, il y avait même des choses du type, parfois, avec le reste de l'équipe, donc qui était essentiellement constitué de stagiaires.
On pouvait avoir envie d'aller prendre un verre ou d'aller faire un petit tour après le bureau. Et je me souviens qu'une fois, elle m'a téléphoné au moment où on quittait le bureau. C'était très très rare hein, que je quitte le bureau à l'heure. En général, je travaillais vraiment tard. Tard, c'était être chez moi après 21h30, quoi. Et une fois, j'ai quitté pour pouvoir partager un moment avec le reste de l'équipe. Elle m'a téléphoné et je lui ai dit, bah écoutez, là j'ai quitté le bureau, machin. Et elle m'a dit, ah, mais moi je pensais que vous vouliez finir tel dossier alors qu'il n'y avait rien d'urgent sur le truc en question. Et elle m'a dit, oh, bah, je croyais quand même que vous vouliez terminer. Et du coup, bah, bonne poire, je suis remontée. J'ai Ah bah. abandonné l'équipe. Ouais, je suis remontée au bureau. Les filles étaient abasourdies. Elles ont dit, non, mais attends, tu rigoles. Mais moi, Ah oui, j'allais dire, vous est-ce que voyez, quand on voit la réaction des autres, enfin, je sais que pour moi, ça ne me faisait aucun effet, enfin, à part me rendre triste et je me disais, bah oui, mais elles comprennent pas, j'ai pas le choix, quoi. Mais est-ce que vous, ça vous faisait quelque chose quand vous voyez la réaction de vos collègues dans ces moments-là? Ou est-ce que ça ne change pas grand-chose à ce que vous vivez? disons que ça faisait pas un gros tilt dans le sens où je me disais, c'est vrai qu'elle est quand même culottée, mais je me disais pas des choses du type c'est de l'abus, vous voyez? Hmm. Je me disais, après tout, c'est vrai, en l'occurrence, c'était mon client, j'étais contente d'aller au bout de mon dossier, machin, mais je me disais, elle est quand même culottée, mais je l'excusais toujours. Je disais, après, elle a confiance en moi, c'est normal. Enfin, vous voyez, il y avait quelque chose d'un peu comme ça. J'étais pas encore à un stade du tout où je me disais, quand même, il y a un problème là. Parce que c'était pas normal, en fait. Elle aurait dû me dire, mais bien sûr, allez-y, profitez. Vous voyez, elle aurait dû me dire ça, en fait. Sachant qu'en plus, j'étais vraiment une grosse travailleuse, quoi. Mais c'est fou, Donc, vous voyez, on cherche toujours des excuses, mais c'est vrai, comme vous dites, comme, enfin, avec le syndrome aussi du sauveur, ben, on se dit non, mais voilà, c'est normal, quoi. Je suis son bras droit, elle a confiance. ouais, Donc exactement. attention aux petites alertes comme ça. On est quelqu'un de spécial pour elle. Voilà. Faut être là, quoi. C'est se Et sentir donc, spécial, je crois qu'il faut. Enfin, je pense que c'est on en avait peut-être parlé dans le podcast précédent, mais c'est vraiment ce côté, bah, peut-être qui est enraciné dans l'orgueil, hein, qui est en nous tous, et vraiment de se dire, bah, je me sens spécial, je me sens aimé, je me sens valorisé, et ça, c'est vraiment un poison. Il faut faire super attention, bien sûr. Recevoir des compliments, c'est bien, se sentir utile, ça peut être bien aussi, mais ça peut aussi nous faire faire des choses, bah, nous empêcher de voir les situations avec clairvoyance. Donc, attention à ouais. ça aussi. Mais vous voyez, encore une fois, tout ça, ça découle de la vie qu'on a eue avant, des habitudes relationnelles qu'on a prises très tôt dans notre vie. On en a reparlé aussi dans un précédent podcast, et moi, je sais très bien pourquoi, en fait, j'ai laissé autant de marge à quelqu'un pour m'abuser, clairement. Vous voyez, je sais très bien. C'est parce que très tôt dans ma vie, j'ai pris des mauvaises habitudes relationnelles aussi. Donc, ça, je sais l'identifier aujourd'hui, quoi. Mais c'est pour ça que ça me rend d'autant plus attentive. Vous voyez, maintenant que moi j'ai des enfants, je suis très sensible justement à la manière dont, dont eux vivent leur relation, qui ne s'habituent pas à des choses injustes ou inadaptées. Vous voyez, ça c'est une vraie Mm. leçon pour moi. Et donc, pour continuer un petit peu sur encore une fois, quand même, quelques red flags. En fait, donc par période, encore une fois, j'étais très valorisée, j'étais l'exemple, surtout quand on s'entêtait sur des très gros dossiers, parce qu'il y avait des dossiers sur lesquels vraiment je m'impliquais jusque tard le soir et même le week-end, parce qu'il y avait des échéances très courtes, très courtes. Et dans ces moments-là, c'était vraiment la grande amitié, quoi. Elle m'invitait à partager des cafés avec elle, on déjeunait ensemble, elle me confie, enfin, je veux dire, on avait des conversations plutôt en mode confidence, vie privée, etc., qui sortaient clairement du cadre professionnel. Et vous voyez, pour vous faire imaginer le type de la charge de travail, moi je sais qu'une fois j'ai compté, plus tard hein, dans tout ça, j'ai compté le nombre d'heures supplémentaires que j'avais fait sur un mois où il y avait eu un gros dossier, et ben j'avais pour plus de 80 heures supplémentaires sur le mois. Mm. Vous imaginez, ça fait plus de 2 semaines en plus de travail. Vous voyez, c'est quand même considérable juste pour vous faire imaginer l'implication que j'avais. Oui, ce que vous avez Et donné. mais voilà, mais bon, bah, du jour au lendemain, voilà, typiquement, ça c'est pour moi, c'est vraiment encore une fois l'alerte qui devrait sonner vraiment rouge, quoi. Du jour au lendemain, en fait, le dossier était bouclé, et ben plus rien, c'est-à-dire que du jour au lendemain, je passais de la super amie, confidente, tout ce que vous voulez, à une inconnue, à quelqu'un qu'elle ignorait, elle prenait plus
café avec moi, il y avait plus toutes ces petites conversations un peu en off. Elle me laissait dans l'ignorance sur certains dossiers. C'est plus moi qu'elle invitait à déjeuner. Vous voyez, et puis il y avait parfois des humiliations à mon sujet devant l'équipe. Donc vous voyez, encore une fois, ce chaud et froid, et ben on passait de quelque chose de très, presque de grisant, vous voyez, dans la relation, dans l'envie de d'être présente, etc., à quelque chose qui vous refroidit sur place d'un coup, quoi. Et c'est très particulier à vivre, en fait, émotionnellement, ce genre de choses. C'est vraiment d'un coup, vous ressentez un vide, vous avez le vertige, enfin, c'est vraiment très bizarre. Et puis en fait, justement, dans la manière, encore une fois, je pense que ça, c'est des choses qui doivent se repérer de manière assez schématique quand il y a ce genre de choses au travail. En fait, elle avait toujours une cible et une favorite au sein de l'équipe. Donc en fait, elle avait toujours quelqu'un un peu dans son viseur et quelqu'un qu'elle privilégiait, avec qui elle déjeunait, avec qui elle prenait ses cafés. Et en fait, il arrivait même si les choses assez compromettante. Par exemple, elle proposait un tête-à-tête, elle avait une petite discussion, et puis en fait, elle avait en tête, elle, de dévaloriser quelqu'un, par exemple, dans son évaluation de stage, ou même de mettre fin à son contrat. Et son truc, c'était de solliciter sa, entre guillemets, favorite du moment, ou son favori, pour lui demander son avis sur la personne en question, etc. Et d'un coup, cette personne, cet interlocuteur ou interlocutrice devenait presque codécisionnaire de ce qu'elle avait décidé toute seule dans son coin, en fait, concernant une tierce personne, vous voyez. Donc systématiquement, il fallait quand elle avait décidé, entre guillemets, de saquer quelqu'un, il fallait qu'elle rende une deuxième personne responsable de ça, au cas où. On ne sait pas pourquoi, mais il fallait qu'elle soit qu'on dire que sa décision repose presque sur l'opinion d'une autre personne. Je sais pas si je suis bien claire en fait dans ce que je dis, mais juste pour expliquer un peu comment dire. Bah, c'est aussi pour faire sentir que, attention, c'est plus vous la favorite et mettre la personne aussi dans une situation, enfin la favorite du moment, dans une situation un peu délicate. Et c'est toujours que les Ouais, histoires ouais. de chantage et enfin de chantage, pas tout à fait, mais vous voyez, de toujours qu'il y ait des choses un petit peu malaisantes, un peu malsaines, etc. Et Ouais, vous sentez qu'il y a c'est pas clair en fait. Il y a des choses pas claires et ça se repère dans plein de petits événements qui peuvent sembler anodins comme ça, mais qui cumulés font que les choses deviennent vraiment. Ça commence vraiment à parasiter votre travail et votre santé au travail à un moment donné en fait. Et puis autre chose aussi, je pense, qui peut sonner l'alerte, c'est typiquement ma vie à mon égard, c'est quelqu'un qui en fait faisait de fausses promesses, c'est-à-dire ah, je suis en train de réfléchir à revaloriser votre rémunération, je vais vous proposer un calcul plus clair sur votre variable, je vais considérer l'idée de vous associer aux résultats, des choses qui en fait n'arrivaient jamais, vous voyez. Et c'est pas normal. Normalement, dans un cadre professionnel, les choses sont claires. Enfin, vous voyez, c'est comme poser congé. Et normalement, c'est pas soumis à du chantage ou alors ni à enfin, il y a pas de. C'est quelque chose de clair, de facile à organiser. Et quand vous commencez à parler de choses, revoir une rémunération, eh ben, normalement, c'est pas quelque chose de flou dans le vague. Enfin, c'est quelque chose qui doit être très clair, qui doit être acté, qui doit être documenté. Vous voyez, on n'est pas dans le flou normalement sur ces sujets-là. Mhm. Et Exactement. On bon, peut vous demander des objectifs, mais voilà. en tout cas pas des choses floues, comme vous dites. Non, voilà, il faut que ce soit clair en fait. Et donc, si jamais vous avez des questions pour que je précise un petit peu dans dans ces mois et ces mois de relations professionnelles, je pourrais encore préciser. Mais juste pour vous indiquer qu'à un moment donné, moi, mon corps a crié. C'est épuisé en fait. C'est-à-dire vraiment, il y a un moment donné où mon corps a dit stop. Parce que je ne sais pas en fait si à travers ce que je dis, on peut bien comprendre l'épuisement auquel on peut arriver en fait avec ce type de relation. Mais moi, il y a un moment donné où, en fait, je pense qu'il y a un moment donné où vraiment j'ai été en burn-out parce que j'ai cumulé des symptômes qui n'étaient pas du tout. Normalement, moi, j'avais une super santé, j'avais pas de symptômes particuliers physiques de santé. Et là, en fait, en quelques semaines, je perdais du poids rapidement. Je sais que mes cycles ne se faisaient pas forcément. Vous voyez, j'avais des cycles qui sautaient d'un mois sur l'autre. J'avais une sciatique, j'avais des migraines atroces.
avec un symptôme très bizarre, c'est que j'avais les tempes qui étaient brûlantes en permanence et qui étaient toutes brunes. Et vous voyez, c'est curieux parce que c'est un symptôme, on peut se dire, mais c'est bizarre, c'est un truc. Et en fait, c'est quelque chose que je n'ai plus jamais eu dans ma vie après, pardon, et que je n'avais pas eu avant non plus. Mais comme si symboliquement, vous voyez, mon corps était en train de brûler, en fait. Et vraiment, j'avais les tempes vraiment brûlantes et très brunes, ce que je n'ai plus eu depuis, quoi. Et puis, il y avait aussi cette confusion mentale régulière parce que quand vous faites face à quelqu'un qui vous promet des choses qu'elle ne tient pas, qui a des conversations avec vous, qui vous mettent dans la confusion, c'est-à-dire que vous arrivez dans un échange où pour vous les choses sont claires, vous avez des arguments, vous voulez développer un raisonnement, etc. Vous ressortez de la conversation, vous avez l'impression que vous n'avez plus rien compris, on vous dit des phrases du type mais si vous vous souvenez, on s'était dit ça, alors qu'en fait vous n'en avez aucun souvenir. C'est le cumul de toutes ces choses-là qui à un moment donné font que vous savez plus trop où vous en êtes. Vous pouvez vraiment avoir une espèce de confusion dans votre tête qui est assez particulière. Et moi, je sais qu'un matin, j'ai, enfin, je suis allée au bureau et je n'arrivais plus à parler. Vraiment, ma voix ne sortait plus de mon corps. Et c'était pareil la première fois que ça m'arrivait. J'essayais de parler et ça ne sortait pas. Et là, je suis rentrée chez moi. J'ai pris quelques jours. J'ai vu un médecin. Et parce qu'il faut se dire que tout ce que j'ai décrit avant, c'était cyclique, quoi. Ça revenait. Enfin, vous voyez, c'était encore une fois, c'est chaud, c'est froid, ces choses très enthousiasmantes et d'un coup cette ignorance, ces humiliations, etc. Enfin, c'était saisonnier, quoi, selon ses Complètement. humeurs. D'ailleurs, c'est ça qui fait que parfois c'est dur de couper une relation, que ce soit au travail, en amitié ou en amour. C'est que comme c'est par cycle, si la personne elle est horrible tout le temps, je pense qu'au bout d'un moment, on réagit ou en tout cas ça nous pousse peut-être davantage à agir. Mais quand c'est par cycle, et ben en fait, les moments où ça va mieux, on souffle, on se repose et on se dit non mais quand même, elle est géniale cette personne. Et Ah après, oui, hop, c'est vraiment. reparti. Mais du coup, c'est vrai que Mm. ça peut être un facteur qui nous empêche de et surtout, je le redis, mais c'est pas parce qu'il y a une personne qui a des bons côtés, des choses très sympathiques, qu'il y a parfois des choses qui se passent bien, ça veut pas dire que pour autant que tout est acceptable et que tant pis pour le reste et tant pis pour les moments où la personne n'est pas bien. C'est pas du tout sain, une relation comme ça. Non, 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 c'est pas ça. Et puis, en fait, surtout quand on voit qu'à un moment donné, il y a des conséquences sur le corps, ça, c'est vraiment un signal d'alarme, en fait, qui doit, parce que, encore une fois, il n'y a pas de raison que notre corps lâche comme ça du jour au lendemain, alors qu'on est en pleine santé, qu'on est jeune, et que quand vous allez faire une prise de sang, sur la prise de sang, les résultats sont tout à fait corrects, vous voyez. Et justement, j'avais fini par, du coup, voir le médecin, puisque ma voix ne sortait plus de mon corps, et que j'étais vraiment, mais dans un état d'épuisement. J'étais, mais je sais pas décrire, mais dans une espèce d'état cotonneux, enfin bref, très très bizarre. Et du coup, bon, mon médecin m'a vu. C'est pas un médecin que je connaissais en fait. J'étais allée la voir parce qu'elle était disponible à ce moment-là. Et elle m'a dit, bah écoutez, on va faire une prise de sang. Je lui ai fait part du fait que j'étais épuisée en fait, voilà. Mais je n'avais pas donné de détails sur quoi que ce soit. J'avais pas raconté ma vie, ni la vie au bureau, ni rien. Et quand elle m'a revue, elle m'a dit, c'est curieux quand même parce que vos résultats sanguins sont tout à fait corrects. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Et je lui ai dit, bah je sais pas. Je lui dis, il y a peut-être ça au bureau. Je lui ai décrit deux, trois situations. Je dis, c'est vrai qu'au bureau, parfois, il y a des choses qui me vident un peu. Mais j'avais vraiment émis deux, trois idées, c'est tout. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, mais vous savez qu'en fait, là, vous avez affaire à quelqu'un qui a un comportement pervers. Et c'est la première fois que quelqu'un, en plus, qui me connaissait pas, intervenait et objectivement me disait, là, il y a un problème dans la relation qui vous unit à cette personne. Hmm. Et à la fois, en fait, je pense que ça m'avait peut-être soulagée. Je sais plus exactement dire ce que j'avais ressenti à ce moment-là, mais je pense qu'il y avait une forme de soulagement. Et comme si d'un coup quelqu'un m'autorisait à admettre qu'il y avait un problème dans cette relation, vous voyez? Hmm. Et du coup, à partir de là, en fait, là, c'était 6 mois avant mon départ de l'entreprise. Et ben à partir de là, en fait, j'ai tout doucement, j'ai repris des forces. C'est curieux, mais là, c'était comme si j'avais un brevet où on me disait, vous avez le droit, autorisez-vous à repérer que là, il y a un problème dans cette relation. Et à partir de là, j'ai repéré tout ce qui n'allait pas, les petits mensonges. Oui, on va remettre après. On va remettre après. Les petits mensonges systémiques. Vous voyez, par exemple,
c'est le genre de personne qui ment sur des petites choses, mais des petits trucs, hein, même dans le quotidien, sur un dossier, sur son histoire, enfin tout ce que vous voulez. Elle peut émettre des petits mensonges qui servent à rien, mais bon, qui existent quand même. Et systématiquement, je les voyais. Là, il n'y a plus rien qui m'échappait en fait. Je voyais toutes les anomalies dans ce qu'elle a exprimé verbalement. Et ce que j'ai fait aussi à cette période-là, c'est que j'ai repris contact avec des anciennes collègues dont l'une avait été licenciée et l'autre avait donné sa démission et avec qui elle nous avait interdit de reprendre contact. Elle nous avait dit, moi, franchement, laissez-les de côté. Enfin, vous voyez, vraiment, elle nous avait... et on pourrait se dire, mais pourquoi vous avez respecté ça? Eh ben, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est ça qui est fou, c'est que ce sont des personnes qui ont comment dire, une espèce de charisme qui fait qu'à un moment donné, vous suivez parce que vous êtes complètement. Bah, en fait, c'est ça l'emprise. Vous voyez, c'est typiquement ça, c'est-à-dire que elle a même un pouvoir sur les relations que vous acceptez d'avoir avec qui en dehors, quoi. Et donc là, en l'occurrence, j'avais repris contact avec ses anciennes collègues, ce qui m'avait permis de prendre conscience de ce elles avaient vécu de leur côté, parce que c'est aussi une personne qui qui s'arrangeait pour qu'on ne puisse pas partager des moments informels entre collègues. Donc on pouvait pas tellement se parler. En plus, elle avait tendance à nous monter les unes contre les autres vous voyez, en nous parlant de manière isolée de temps en temps de l'une ou de l'autre. Vous voyez, il y avait des mécanismes comme ça qui faisaient que, en fait, on pouvait pas devenir complètement intime entre collègues, même si on partageait le même open space tous les jours, quoi. Du coup, moi, j'étais complètement passée à côté de ce que les autres avaient vécu. Et quelque part, quand j'ai repris contact avec elles et qu'elles m'ont expliqué leur parcours, ça a fait tilt là. Et là, je me suis dit, ok, on est vraiment face à quelqu'un de manipulateur. Chacune avait vécu des choses vraiment ahurissantes. Et vous voyez, ça m'a permis en fait de reprendre des forces. Et à ce moment-là, j'ai eu vraiment une lucidité sur tout ce qui se passait avec elle. Et du coup, j'ai pris une certaine distance émotionnelle. Ça m'empêchait pas de faire mon travail parce que j'aimais beaucoup mon travail. J'étais très impliquée auprès de mes clients. Enfin, vraiment, ça m'empêchait pas d'avoir envie de faire mon travail. Et puis quand vous avez autant, parce que le médecin m'avait dit, mais vous savez, du coup, si vous voulez que ça s'arrête, c'est malaise. Enfin, vous voyez, cet épuisement dans lequel j'étais. En gros, la solution, c'était de quitter le travail. Mais ça, c'était encore une autre décision à prendre parce que, encore une fois, il y avait la personne, mais il y avait aussi le travail que j'aimais bien. Et j'avais ces relations avec mes clients. Enfin, et puis aussi toute l'implication que j'avais eue, tout ce que j'avais investi dans cette relation et dans ce travail. En fait, c'était à ce moment-là encore un trop gros vertige que de prendre la décision de tout arrêter. Vous voyez? En fait, déjà, le fait Euh, de prendre conscience qu'il y avait un problème, je pense que c'était déjà énorme, en fait. ouais, complètement. Complètement. Et puis surtout, je me sentais, à partir de là, je me sentais comme dans une espèce de sécurité. Je me disais, bon, en fait, j'ai compris qu'elle a un problème. Ça m'empêche pas de servir mes clients correctement. Pour l'instant, j'arrivais pas à prendre la décision de tout arrêter parce que j'avais tellement encore une fois investi ce boulot, tout ça. Et à la fois, mais du coup, elle l'a perçu. C'est-à-dire que moi, j'ai pris une certaine distance. Voilà, si je trouvais que sa blague était pas drôle, je ne riais pas. Enfin, vous voyez, humainement, il y avait une certaine distance qui s'était installée, que je le veuille ou non, en fait, c'était devenu comme ça. Et ça l'a dérangée. À un moment donné, elle a été gênée par ça. Elle m'a dit quand même, je sais pas, je vous reconnais pas, je trouve un peu bizarre, je vous sens assez distante. Alors que moi, du coup, ça allait mieux. Je me sentais mieux. Parce qu'en plus, depuis là, j'avais l'aptitude enfin, j'avais la capacité à ce moment-là de ne plus la laisser me rouler. Par exemple, c'était quelqu'un qui avait tendance à me prêter des propos que je n'avais jamais tenus, à transformer les propos que je venais de tenir. Et du coup, je ne la laissais plus faire ça. C'est-à-dire que quand elle reformulait ma phrase de manière complètement incohérente par rapport à ce que je venais de dire, j'osais dire, en fait, non, c'est pas ce que je viens de dire. Ce que j'ai dit, c'est, et je réexpliquais ce que j'avais dit avant. Du coup, elle avait plus tellement de prise en fait à ce moment-là. Et résultat, ça l'a gênée. Et donc, ce qui a fini par se passer, c'est que on a pu avoir une conversation à un moment donné. Elle m'a dit, écoutez, on va se parler tout ça. Et je vous propose de m'expliquer un petit peu quelles attentes vous avez pour que enfin que je sais pas, je sais plus exactement ce qu'elle avait dit, mais si vous avez des attentes de la part de l'entreprise, faites-m'en part au cours d'un rendez-vous, d'un entretien, parce que je pense elle commençait vraiment à être gênée
de voir que j'avais un peu de distance, de hauteur et que j'étais plus sous l'emprise en fait à ce moment-là. Et du coup, on a eu ce fameux rendez-vous et là, en toute transparence, je lui ai dit, écoutez, je lui ai expliqué le fait que moi j'aimais beaucoup mon travail, mais en clair, j'étais parasitée par notre relation en fait, par la nature de notre relation qui était pour moi incompréhensible, irrégulière. Et que en fait, mon attente à moi, c'était qu'on ait une relation qui soit régulière, qui soit claire, que la manière, par exemple, d'évaluer mon travail, du coup, ne soit pas corrélée à des épisodes de chantage ou, enfin, je sais plus exactement comment j'avais réussi à lui exprimer les choses, mais je lui avais tout dit en fait, quasiment. J'avais vraiment été hyper transparente et j'ai vu sur sa tête qu'elle a vraiment été sciée, que j'ose, en fait, devant autant de franchise. Et en plus, j'étais pas du tout dans l'agressivité, hein. Je lui expliquais juste, voilà, moi j'aime beaucoup mon travail, mais clairement, je suis parasitée par ça, ça et ça, quoi. Donc en fait, mes attentes, ce serait qu'il y ait plus ces trucs-là. Et en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu qu'elle avait été un petit peu déstabilisée, elle en a quand même pris note, et puis elle a pris quelques jours après des engagements du type j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit, il y a des choses que je vais modifier, on va vous intéresser aux résultats. Enfin voilà, elle avait pris quelques engagements comme ça. Mais en fait, quelques semaines après, et j'attrapais tous les virus à ce moment-là qui passaient dans la nature, hein. Mais tous les virus version carabinée, ça aussi, c'est quand même une alerte, hein. C'est des choses, quand votre corps commence à attraper tout ce qui passe en version XXL, c'est bizarre. Ça veut dire qu'on n'avait plus d'immunité, en fait, et qu'il y a quelque chose qui vraiment débloque. Le corps essaye de vous faire passer un message. Ah mais oui, non mais c'est ça. Et là, je me rappelle que cette fois-là, du coup, j'ai... Non seulement, bon, en l'espace de 15 jours, je crois, j'avais eu deux gastro et la deuxième avait vraiment été énorme. Mais j'avais jamais eu ça de ma vie. J'étais du genre immobilisée, très très endolorie. Pendant 48 heures, je pouvais même pas tenir debout. Vous voyez, c'était pas le petit machin qui passe, quoi, hein. C'était vraiment, j'étais vraiment mal, en fait. Et ça m'empêchait pas de prendre les appels, hein. On m'appelait sur mon GF, sur mon portable, bah, je répondais. Enfin, vous voyez, j'étais quand même joignable, hein, malgré l'épisode que je traversais. Et quand je suis revenue après ça, je sais pas, elle m'a accablée de reproches, mais vraiment des choses, mais injustes, mais profondément injustes. Que ce soit sur le travail réalisé ou en contradiction totale avec les habitudes, les consignes habituelles au travail. Enfin, vraiment, j'étais mais sidérée. Je comprenais pas. En plus, je venais de traverser un épisode physique assez éprouvant. J'étais vraiment pas bien. J'étais quand même revenue au bureau. J'avais pourtant pris les appels, j'avais pris certains rendez-vous, etc. par téléphone. Et je me faisais accabler de reproches au retour, quoi. Et là, ça a été la goutte de trop pour moi. Vous voyez, j'étais quand même là pour le coup, je voyais que c'était pas normal. Je m'étais dit, attends, c'est bon. Donc je suis rentrée chez moi parce qu'en plus j'étais de nouveau mal en point. Encore une fois, mon corps me disait, ok, tu sais quoi, reste pas là. Je pense qu'il y avait un truc un peu comme ça. Et j'ai écrit en fait par email. Je dis, écoutez, voilà, je n'ai pas compris. Je lui ai fait part de mon incompréhension face à ces différentes salves du matin. Du coup, je l'ai un peu confrontée quand même par écrit. Ça, elle n'aimait pas du tout. Les traces écrites comme ça sur des choses qui se déroulaient, elle appréciait pas du tout, du tout, du tout, parce qu'il fallait pas qu'il y ait de traces écrites. Ça, c'était une de ses phrases. Je déteste les phrases, je veux pas de traces écrites. Et en Mal fait, aussi, surtout dans le domaine du travail, mais pas que dans le domaine du travail, j'allais dire, parce que comme ce sont des personnes qui se contredisent, qui soufflent le chaud et le froid, le fait d'avoir des choses écrites, c'est mauvais pour eux, parce que c'est, bon, même si après il y en a qui trouveront toujours des excuses, non, mais j'ai écrit ça, mais ça voulait dire ça, blablabla. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait de, surtout dans le domaine professionnel, d'avoir des traces écrites, super important. oui, 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 surtout en fait, surtout quand on a des éléments vraiment factuels, ça vaut la peine parfois de pointer du doigt, écouter, et puis sans être agressif, hein. Moi, je veux dire, j'étais pas du tout agressive. Au contraire, je trouve que c'est plutôt constructif parfois de mettre le doigt, écoutez, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé factuellement, je n'ai pas compris. C'est plutôt constructif, en fait. Moi, j'étais plutôt encore dans une démarche, franchement, pitié, expliquez-moi, en fait. Expliquez-moi que je comprenne. C'était vraiment ça, ma démarche, en fait. Hmm. Mais en fait, en gros, je l'ai confronté par écrit quelque part à des faits. Et du coup, quelques jours après, ben, en une heure, elle m'a licenciée. Et Un peu une terrible oui, du coup, histoire.
Ouais. Ah Non, mais non, en mais fait, c'est... moi aussi, ça m'est arrivé hein, de confronter une personne et en fait, quand la personne, elle comprend qu'elle n'a plus de prise sur vous et que Ouais. factuellement, elle a fait des choses vraiment mauvaises et moi, en l'occurrence, par rapport à mon histoire, c'était aussi des choses contre la loi, en fait, contre la loi française. Et ben, je pense que les personnes, elles sentent qu'elles sont, mais en le disant hyper gentiment, en essayant de régler la situation et tout. Et en fait, je pense que les gens, ils sentent que bah ça y est, ils sont piégés, ils sont poussés dans leur retranchement, ils n'ont plus rien à dire, plus aucun argument, et après ils claquent la porte et ils s'en vont. Bon, vous en l'occurrence, c'était plus facile de vous mettre à la porte que de claquer la porte, mais bref, ça peut Bah arriver. oui, ouais, ouais, en l'occurrence. Bref. Mais c'était, du coup, c'était assez brutal. Mais à la fois, vous voyez, ce qui m'a ébranlé, du coup, là, je suis passée, j'ai un peu survolé les 5 ans de relation parce qu'il y aurait 1000 choses à dire, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Ah oui, il y a aussi un petit truc que j'ai pas mentionné, mais que j'avais, je pense qu'on a mentionné dans un précédent podcast, c'était l'aspect psychiatrisation. J'ai aussi subi ça, c'est-à-dire justement quand vraiment mon corps m'a lâché, où j'ai eu cette voix qui sortait plus de mon corps, j'ai eu des phrases du type, j'ai entendu, il m'a quand même sorti des phrases du type, je m'inquiète pour vous. Je vous sens fragile, il faut vous faire soigner. Alors là, red flag absolu. C'est pas du tout, vous voyez, c'est des genres de phrases. Surtout quand c'est des Euh, personnes qui sont en train, elles, de vous mettre au fond du trou et qui s'inquiètent pour vous, Exactement, quoi. exactement. C'était bref. Mais bon, pour vous dire que du coup, la fin de la relation a été assez brutale. Mm. Même pas de mon fait en fait, parce que moi, j'avais toujours, en fait, j'avais toujours cette, j'avais compris que j'avais affaire à quelqu'un qui était toxique. Ça, c'est clair, c'était très très clair. Mais je me disais, maintenant que je le sais et qu'elle sait que je le sais, vous voyez, il y avait un truc un peu comme ça dans ma tête. Ça va peut-être En aller. gros, maintenant, en fait, on peut travailler. Vous voyez, peut-être qu'on Ça peut va se peut-être le concentrer sur faire. le travail. Non, non, non. Alors moi, d'après mon expérience, non, ça ne fonctionne jamais, même si Non, on non, non. sait, même si on a... Alors, le fait d'avoir identifié les comportements d'une personne, ça peut quand même aider. Comme vous l'avez dit, à un moment, vous avez réussi à prendre du recul, à refuser certaines choses, à mettre des limites, Ouais. etc. Donc ça peut être une première étape, etc. Et si vous voyez qu'avec cette étape, que ce soit dans le domaine familial ou dans le domaine professionnel, si vous voyez que quand vous mettez des limites, saine et charitable, etc., évidemment. Si vous voyez que en fait, la personne, ça la met dans une grande fureur, que la personne ne change pas, qu'elle est même pire avec vous, ou que voilà, elle sent que vous lui échappez, donc ça ne va pas non plus, eh bien, il faut évidemment se dire que là, bah, en fait, c'est fichu, quoi. On peut essayer quand Oui, même parce que parfois de mettre des limites. Après, si on voit que ça marche pas, c'est que la personne, elle est de toute façon irrécupérable, quoi. oui, parce en fait, la personne ne va pas se mettre à vous respecter. Parce qu'on peut se dire, vous voyez, c'est ça le truc, c'est qu'on on peut avoir l'espoir que la personne, maintenant qu'elle a compris qu'on a compris, on pourrait se dire, c'est bon, maintenant elle va me respecter une personne égale, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, pas du tout, parce que ce sont des gens qui ont besoin de dominer, de se nourrir des autres. Il y a vraiment quelque chose comment dire ça? De consommateur, en fait, dans leur relation aux autres. Et du coup, ça marche pas. Faut pas espérer recevoir du respect de ce type de personnes parce qu'en fait, elles ne respectent rien ni personne. En fait, elles se croient souvent au-dessus des lois. Enfin, encore une fois, moi, je vais pas donner le détail du type de contrat que j'ai signé, mais quand j'ai pris le temps de me replonger dedans, à un moment donné, je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc, faut vraiment se dire que quand on a compris qu'on était face, parce que là, moi, j'étais vraiment face à quelqu'un de pervers narcissique pour le coup. C'était vraiment pas les petites manipulations anodines qui peuvent arriver de temps en temps. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose. Et là, en fait, dans ces cas-là, quand j'y repense, je me dis, je verrais quelqu'un dans la situation dans laquelle j'étais à l'époque, je dirais la meilleure des choses à faire, c'est va-t'en. Fuis cette personne, tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'énergie, tu vas gagner en santé. Mais à l'époque, j'ai géré ça comme ça, en fait, tout simplement. Et puis encore une fois, bon, j'avais évidemment mon mari qui travaillait aussi, mais j'étais pas énormément entourée, en fait. Heureusement que j'avais mon mari qui équilibrait énormément ma vie. On était au moins tous les deux. Mais j'étais très loin de ma famille, en fait. J'avais pas le temps pour voir mes amis. Donc, vous voyez, en plus, quand on perd le lien enfin, on perd le lien. Quand on a peu de lien avec des relations saines qui peuvent venir à nous éclairer en fait sur ce genre de choses,
c'est pas évident non plus hein, de prendre des décisions et de voir clairement en fait, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Souvent en plus, on se sent un peu honteux en plus de traverser les épisodes comme ça. On a une espèce de culpabilité. On se dit mais j'ai un problème en fait. Et d'ailleurs longtemps après, vous voyez, du coup cette relation s'est terminée pas comme je l'aurais souhaité en fait. Hein. Moi, c'est vraiment pas la manière dont je voyais les choses. J'avais encore une fois l'espoir de devenir respectée, respectable, et puis du coup une super collègue. Donc ça ne s'est pas passé, ça ne s'est pas produit. Mais résultat, là, je rigole, mais je vous assure, par contre, quand je suis sortie de là, j'ai eu une espèce de... Comment on appelle ça Bah, c'est un peu le stress post-traumatique, enfin la pression qui redescend, Complètement. quoi. On Hmm. a l'impression qu'il y a quelque chose qui se dégonfle d'un coup, la pression qui redescend. Mais l'air de rien, vous voyez, il y a des symptômes que j'avais physiques qui se sont, par exemple, ces migraines que j'avais à répétition, avec ces tempes brûlantes, des choses comme ça qui étaient très, très bizarres. Au bout de quelques jours après mon départ de l'entreprise, c'était fini, vous voyez. Il y a des choses qui, naturellement, se Très sont remises provisoire. en place ou se sont, ouais, ouais, Oui, comme les se problèmes de sont arrêtées. sommeil ou autres. Complètement, complètement. Et je Quand voulais la juste... relation s'est arrêtée, oui. Oui, non, non, allez-y. Non, j'allais dire quand la relation s'est arrêtée, en fait, les symptômes se sont quasiment. C'est ça qui est assez. Vous voyez, c'est Bah, c'est le significatif, hein, les corps qui, symptômes. ouais, c'est psychosomatique, quoi. Il somatise toute notre douleur, notre stress, etc. Et du coup, quand on s'éloigne de la source de stress, ça va mieux. Je voulais juste Ouais. rajouter quelque chose avant d'arriver à la conclusion de ce podcast. C'était Oui, ce que vous disiez par rapport au fait que parfois on n'ose pas parler, ou on ne sait pas trop comment faire, comment mettre des limites. Donc vous, vous avez réussi à mettre certaines limites, reformuler en disant non, ça n'est pas ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai dit. Enfin, d'essayer de mettre en place des choses concrètes, mais vous n'étiez pas forcément bien entouré non plus. Et du coup, je voulais rappeler aux personnes qui nous écoutent que vous pouvez avoir recours au service de Patricia, donc qui est la nouvelle experte qui est arrivée dans l'équipe Femme à part. Et récemment, j'ai publié, bah, notamment sur Instagram, mais vous trouverez le témoignage aussi sur le site directement. Je vous mettrai le lien vers ces services de profiling. Et en fait, elle a aidé une personne, donc j'en parle parce que la personne m'a donné l'autorisation hier de publier son avis. Donc vous le verrez officiellement, publiquement, de façon anonyme, bien sûr. Mais c'était pareil, c'était dans le cadre du travail, avec en fait, c'est une personne dans l'entreprise qui fout le bazar, enfin qui met le bazar pour tout le monde finalement et qui rend la vie dure à tout le monde avec ses comportements. Pareil, une perverse, non, pardon, une personne, euh, voilà, enfin des personnes qui mettent après enfin qui déséquilibrent complètement les équipes, on va dire. Et donc Patricia a pu l'aider, lui donner, c'est ce qu'elle dit dans son témoignage, donner des pistes vraiment concrètes pour agir avec la personne et donner des pistes vraiment et donner une analyse, non seulement l'analyse de ce qui se passe, parce qu'en général, ça aide énormément de comprendre les mécanismes qui sont en jeu, et ensuite des pistes concrètes pour améliorer la situation. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur ces services. Je vous mettrai le lien en barre d'infos juste en dessous de ce podcast. Marie, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter pour conclure, peut-être sur le côté positif aujourd'hui, là où vous en êtes, ou oui, voilà. bah, simplement dire qu'en fait, bon, l'air de rien, encore une fois, j'en parle, vous voyez, même parfois j'en ris, en fait. Parfois, il y a des choses qui me semblent tellement absurdes. Mais par contre, je peux vous assurer que si des gens qui traversent ce type de situation peuvent être alertés grâce à ce type de podcast, ou, enfin, franchement, qu'ils prennent tout ce qu'ils peuvent, parce que après, il y a quand même des dégâts. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment l'impression d'être restée plusieurs années en stress post-traumatique. C'est pas drôle du tout de sortir d'une relation comme ça. En général, on met très longtemps à s'en remettre. On éprouve longtemps un fort sentiment de culpabilité, d'incompréhension. Il peut y avoir des mots encore qui restent comme d'énormes cauchemars. Enfin, il faut vraiment pas prendre ça à la légère parce que moi, vous voyez, j'étais mariée, j'avais un équilibre de vie en dehors de ça. Mais je m'étais toujours dit, franchement, quelqu'un qui sort de là, j'aurais été seule avec mes petites affaires là, à la sortie de mon bureau le jour où j'ai été licenciée avec cette espèce de pression qui retombe. Je ne sais pas en fait ce que je serais devenue, quoi. Et il faut vraiment pas prendre ce genre de choses à la légère. Ça peut causer des gros dégâts. Mais au-delà de ça, sinon c'est vrai qu'après, ça a pris du temps. Progressivement, grâce à un travail d'ailleurs assez vraiment efficace avec une psychologue, les cauchemars se sont arrêtés.
Euh, Il y a des mots physiques, j'ai gardé des petites séquelles physiques, du genre une fragilité au niveau de l'estomac. Enfin, il y a quand même des choses qui restent en fait. On sort pas indemne de ça. Et aussi sur le plan relationnel, je sais, je l'identifie maintenant que pendant plusieurs années, j'ai eu un comportement un peu sur la défensive. Je sais que mes relations sont restées un petit peu parasitées par des mauvais réflexes que j'avais développés à cause de cette relation. Vous voyez? Mm. Et du coup, tout ça, ça demande beaucoup de travail après sur soi, en fait, pour se sortir de là. Mais malgré tout, aujourd'hui, comme je vous dis, ben voilà, j'ai construit ma famille, je suis partie vers toute autre chose. J'ai quand même pris beaucoup de recul. Je peux en parler, je peux en parler assez sereinement. Vous voyez, il y a quelques années, j'aurais pas été capable d'enregistrer ça avec vous, ça aurait été trop, quoi. Donc voilà, mais j'encourage tous les gens qui traversent ce type de relation. Et encore une fois, moi, c'était dans la sphère professionnelle, hein. Attention, hein, parce que quand c'est dans le couple, c'est vraiment autre chose. C'est encore une autre dimension. Mais qu'ils essayent de mettre en parallèle tous ces red flags qu'on identifie là pour essayer d'apporter un peu d'objectivité à leur situation propre et puis éventuellement à prendre les décisions qui s'imposent s'ils veulent s'économiser au Oui, niveau de et la aussi, santé. et puis j'allais dire, si c'est pas vous personnellement qui êtes concerné, mais peut-être que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui vit ça, et ça vous aidera peut-être à, même si je sais que quand on est dans ce genre de situation, quand on est prise avec des personnes perverses narcissiques ou toxiques, on a beaucoup de mal à, même quand les gens nous le signalent, on a quand même beaucoup de mal à en prendre conscience et à partir si À nécessaire. l'admettre. Ouais, Voilà, ouais. exactement, à l'admettre. Et, mais justement, si vous avez un peu vraiment les bons arguments factuellement, on regarde le chaud, le froid, le chantage, les mensonges, ceci, cela, voilà, ça aidera peut-être des personnes. Donc, j'espère À on voir espère clair. tous les Ouais. deux, voilà, que ce podcast sera utile à la fois pour les personnes qui sont victimes et à la fois pour l'entourage aussi, qui peut peut-être aider à prendre conscience de certaines choses. Mais en tout cas, merci beaucoup Marie d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. On vous invite vraiment à écouter donc le podcast précédent qu'on avait enregistré, le podcast aussi qui a été publié fin septembre avec l'autre Marie et son témoignage. Là, c'était plus par rapport à ce qu'elle avait vécu dans son couple. Et puis, il y aura également des articles sur le blog, voilà, d'autres choses dans les newsletters, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos. Tous les liens y sont comme d'habitude. Et pour vous abonner à la newsletter, pour aller sur le blog, tout est en description. Donc, n'hésitez pas, vous avez juste à cliquer. Et merci encore beaucoup, Marie, d'avoir accepté Mais je vous de en prie. témoigner. Et puis bah, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast.